Les essentiels de l'info sur LCI, le rapprochement entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se fera-t-il? En tout cas, le candidat de la France Insoumise fixe ses conditions. Il les a même écrites dans une lettre. Il demande notamment des garanties à Benoît Hamon sur son engagement à rompre avec le quinquennat de François Hollande et son bilan. Aussi à ne pas négocier avec Emmanuel Macron. Pas encore de réaction du côté de Benoît Hamon. Le candidat du PS est en déplacement au Portugal ce vendredi. Politique toujours, et Emmanuel Macron vivrait-il le premier creux de sa campagne? Les récents propos du candidat sur la colonisation lui ont attiré de vives critiques de tous côtés. Son programme se fait attendre et les derniers sondages montrent qu'il recule légèrement. Emmanuel Macron, qui est à Carpentras cet après-midi, l'ancien ministre a dévoilé plusieurs mesures sur la sécurité. Accueil chahuté pour Emmanuel Macron à son arrivée après donc ses propos sur la colonisation. Écoutez cet échange. Mais les Pinois, on était français. Non mais là vous nous avez tués une deuxième fois quoi. Vous nous avez tués une deuxième fois, je vous le dis, on donne toute la commune. À droite, François Fillon ne lâche rien sur le terrain encore aujourd'hui après la grande soirée politique d'hier. François Fillon a effectué une visite de quelques heures à Tourcoing. Mais comme à chaque déplacement, toujours les mêmes comités d'accueil pour le candidat Les Républicains. Quand on veut empêcher les gens de faire campagne, dit-il, ça pose des petites questions démocratiques, a-t-il déclaré sur place. Marine Le Pen, elle n'en finit pas avec l'affaire de ses présumés faux assistants parlementaires européens. Depuis hier, on a appris qu'elle était également soupçonnée d'avoir fabriqué un faux contrat de travail pour son garde du corps. C'est un rapport de l'OLAF, Office européen de lutte contre la fraude, cité par des médias qui l'affirment. De son côté, la candidate du FN en déplacement dans le Jura reste sur ses positions. Écoutez. Je n'ai jamais rencontré les enquêteurs de l'OLAF. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne m'ont jamais convoqué, figurez-vous. C'est aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce rapport d'ailleurs que mon avocat a demandé ne lui a jamais non plus été transmis. Ça fait des années que je suis en guerre avec l'OLAF et j'ai même un scoop pour vous. J'ai déposé plainte contre l'OLAF. Et le parquet a trouvé que ma plainte était tellement sérieuse qu'elle a nommé un juge d'instruction en Belgique. Voilà. Donc oui, nous sommes victimes, nous, le Front National, mais pas seulement nous. Le UKIP aussi, comme par hasard, un groupement eurosceptique. La parole est tenue selon Christophe Sirugue, c'est le secrétaire d'État à l'industrie, à propos des commandes de train promises en octobre pour sauver l'usine de Belfort, commande qui est donc bien confirmée, soit 15 TGV des rames qui circuleront finalement sur le Paris-Bordeaux, la nouvelle ligne à grande vitesse. Sur les routes, toutes les zones seront en vacances ce soir. De premières difficultés sont à prévoir dès cet après-midi. Prudence, voici ce que prévoit Bison Futé. Ce vendredi classé orange dans le sens des départs. Demain, ce sera noir dans les Alpes dans le sens des départs. Rouge dans celui des retours. Dimanche, ce sera plus fluide. Vous venez de l'entendre à l'instant, Marine Le Pen est dans le Jura. On va voir les dernières images qui nous sont parvenues. Casque jaune sur la tête pour la visite du barrage de Vouglan. C'est peut-être un casque à l'épreuve des affaires. Qui sait, les affaires dont on se demande si elles ne vont pas finir par arbitrer cette présidentielle. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Vice-président du Front National. Je suis bien obligé de commencer par vous parler de ces affaires. Nous sommes à 10 semaines du premier tour et il y a toujours ce parfum de soupçon qui plane sur la campagne. Voilà que l'Office européen de lutte contre la fraude, qu'on appelle l'OLAF, on va l'appeler comme ça tout au long de notre discussion, ce sera plus simple, qui affirme dans un rapport que Marine Le Pen a reconnu avoir salarié fictivement son garde du corps, Thierry Légier, comme assistant parlementaire, le tout sur une période de 3 mois, pour un montant de à peu près 41 000 €. C'était en 2011. Est-ce exact ? C'est totalement faux. Et l'OLAF le sait très bien. C'est une régularisation comptable qui était faite en totale transparence avec le Parlement européen vers, non pas l'assistant qui n'a rien touché du tout, vers un tiers payant. C'est un peu compliqué, mais ça fonctionne comme ça au niveau européen. Le député donne, le Parlement en fait verse l'enveloppe du député à un tiers payant qui reverse à l'assistant. Donc l'assistant n'a rien touché et le Parlement avait oublié de verser de l'argent au tiers payant et donc ça a été régularisé sur 3 mois. Donc je veux dire, cette affaire-là, elle a fait l'objet de fake news, de fausses infos, de la part d'agences de presse en France, de la part de médias qui ont raconté n'importe quoi. Marine Le Pen n'a jamais vu un seul enquêteur de l'OLAF. Donc elle risque pas d'avoir... Les médias, en l'occurrence, ont travaillé sur la base du rapport de l'OLAF. Oui, mais Marine Le Pen risque dit... pas d'avoir reconnu quoi que ce soit devant un enquêteur de l'OLAF. Elle n'a jamais vu un enquêteur de l'OLAF de sa vie. Et alors pourquoi l'OLAF raconte avoir rencontré Marine Le Pen ? Parce que l'OLAF, il faut savoir ce que c'est. C'est pas la justice, l'OLAF. L'OLAF, c'est Ça dépend du Parlement européen. Oui, c'est le bras armé de la Commission européenne. C'est-à-dire nos adversaires. Nous, on est souverainistes. Nous, on est patriotes. On est les grands adversaires de l'Union européenne. On veut redonner le pouvoir au
peuple français. On a voté contre le CETA avant-hier, on est contre Schengen, etc. Et ça, ils ne le supportent pas. Le fameux Olaf, par exemple, n'a jamais inquiété Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen, alors qu'aujourd'hui, il est dans la tourmente, et pas pour des petites affaires. Lui, pour des jets privés à 20 000 € de l'heure, pour des assistants fantômes, pour avoir été dans des restaurants luxueux, invité des représentants, des restaurants où il prenait des bouteilles de vin à 300 €, etc., pour avoir fait des nominations tout à fait légères, sans fondement, manifestement. En tout cas, c'est ce que dit la presse britannique et la presse allemande. Moins la presse française, il faut dire qu'elle n'en parle pas. Mais l'Olaf ne s'est jamais saisi de cette affaire-là, ce qui prouve que l'Olaf n'est pas indépendante. L'Olaf est le bras armé des européistes, des fédéralistes contre les patriotes et contre les souverainistes. Il y a 2 partis au Parlement européen qui sont inquiétés. Il y a le Front National, vous le savez, et il y a UKIP. Marine venait de le rappeler. UKIP, c'est le mouvement britannique. Mouvement britannique à l'origine du Brexit, un parti souverainiste. Les autres, non. Les européistes, pas de problème, bien sûr, sont les copains. C'est un règlement de compte politique. Mais c'est une évidence. Vous dites que le Parlement a validé cette régularisation là, sur ces 3 mois. Le Parlement dit n'avoir jamais accepté tel compromis. Oui, d'accord, mais le Parlement, Marine Le Pen a envoyé ce matin, en même temps que le communiqué de presse, une lettre qu'elle avait envoyée, et tout ça est extrêmement clair. Alors ceux qui écrivent que le garde du corps avait reçu 7 000 € par mois ou je ne sais quoi, c'est n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. On est là dans le délire le plus total. Puis il faut quand même que les Français se disent une chose. Comment se fait-il que cette affaire-là, qui n'est pas nouvelle, en 2015, on nous en parlait déjà. Une semaine avant les départementales, elle avait été lancée par le fameux Martin Schulz. Pourquoi, comme par hasard, on la relance alors qu'il n'y a pas de fait nouveau juste avant la présidentielle? Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire en décembre dernier. Donc... Mais bien sûr, parce que Martin Schulz a saisi Mme Taubira. C'est assez récent. Oui, mais Martin Schulz, le socialiste allemand, a saisi sa copine Taubira, donc c'est normal. Mais il n'y a rien du point de vue judiciaire, et là on ne parle pas d'information judiciaire, on parle de ce fameux Olaf, voilà. L'Olaf, justement, qui souligne dans ce même rapport que pendant la période courant de septembre à décembre 2009, Thierry Légier, toujours ce garde du corps, est rémunéré en tant qu'assistant parlementaire. Et à en croire l'Olaf, il est au même moment garde du corps de Jean-Marie Le Pen. Et les enquêteurs soulignent qu'il y a quand même une incompatibilité entre être garde du corps de Jean-Marie Le Pen et assistant parlementaire de Marine Le Pen. Figurez-vous que ce même Thierry Légier, il est même conseiller régional. Alors ces gens-là ont peut-être un grand mépris social pour les gardes du corps, c'est probablement ça. Ils doivent considérer. C'est pas ça. C'est la difficulté de pouvoir tout faire en même temps. Dans la tête, en fait. Pas du tout. Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est la question qui est posée, c'est peut-on faire tout en même temps? Mais c'est pas qu'on fait tout en même temps, mais on peut organiser son travail pour le faire. Ça n'a rien d'extraordinaire que. C'est vraiment chercher des poux et vouloir à tout prix délégitimer ceux qui combattent l'Union européenne. Moi, je vais vous dire une chose. L'OLAF ou la Commission, c'est la même chose, ou le Parlement, c'est la même chose. Veulent notre peau, pourquoi? Parce qu'on veut la peau de l'Union européenne. Parce que nous, on veut rendre la France libre. Parce que quand au Parlement européen, chaque mois, ils votent des choses, des lois, des règlements, des directives qui transfèrent le pouvoir du peuple français vers la Commission, c'est-à-dire des gens non élus, des gens soumis à tous les lobbies, aux lobbies notamment de la finance, eh bien nous ne l'acceptons pas, nous sommes une forme de résistance. L'Union européenne, dans cette campagne, elle a beaucoup de candidats. Elle a M. Macron, qui est un grand admirateur de l'Union européenne. Elle a M. Fillon, qui est un grand admirateur lui aussi de l'Union européenne. Elle a également M. Hamon, qui était un ministre aux ordres également de l'Union européenne. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, elle est gênante parce qu'elle, c'est une résistante face à l'oppression européiste. J'entends ce que vous dites, Florian Philippot, mais à l'heure où les Français réclament de la probité, de la transparence, il y a quand même un problème avec les assistants parlementaires, pas simplement ceux du Front National. Mais est-ce que cette tâche, ils sont payés par de l'argent public, malgré tout, même à travers l'Union européenne? Est-ce que ces gens-là ne devraient pas être uniquement dédiés à cette tâche d'assistant parlementaire? Catherine Griset, chef de cabinet de Marine Le Pen, est aussi assistante parlementaire de Marine Le Pen, qui n'a jamais eu de bail en 5 ans à Bruxelles. Elle vivait chez des amis, expliquait-elle, qui venaient, semble-t-il, très rarement, en tout cas là encore, à en croire les enquêteurs de l'OLAF, au Parlement. Elle touchait via son statut d'assistante parlementaire, de l'argent public. Est-ce que ces assistants ne devraient pas être dédiés uniquement à ce rôle-là? Mais donc vous me dites, elle est assistante et en même temps assistante. Donc elle est assistante. Elle était chef de cabinet de Marine Le Pen. Elle est assistante de Marine Le Pen, ça fait 20 ans. Au parti. Mais c'est la même chose. Et de même, manifestement, elle ne respectait pas les règles puisqu'il faut un bail pour pouvoir Je vais vous poser une question, monsieur. Vous parlez là au vice-président du Front National ou à l'eurodéputé que je suis?
Mais les deux à la fois, monsieur. Ben voilà, c'est pareil. Ben voilà, donc vous m'avez répondu. Catherine Griset, ça fait 20 ans qu'elle est assistante de Marine Le Pen. Et elle n'est pas entre 8h et 10h du matin l'assistante que de la présidente, puis de 10h à 11h l'assistante que de l'eurodéputé, puis de 11h à 12h... Mais peut-être que ça fait partie d'une réforme de la vie politique et de la vie publique. À ce moment-là, moi je ne sais pas quand est-ce qu'on enlèvera notre casquette d'eurodéputé et de vice-président ou de président du Front National. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. L'assistante parlementaire, elle cherche à accompagner ça n'a aucun sens. Une assistante parlementaire... Qu'est-ce que c'est que le boulot d'un assistant ? Alors là, je peux vous répondre sur un point. Vous êtes député européen. L'assistant parlementaire, il assiste le député européen. Il n'assiste peut-être pas le vice-président du Front National. Moi, j'arrive pas à faire la différence. Je suis désolé. Mais il y a pourtant une distinction. Là, je vous parle de l'Union européenne. Là, je suis les deux en même temps. Il y a une distinction de travaux. Pas du tout. Absolument pas. Ah bon, alors quand vous, par exemple, prenez la parole au Parlement, quand vous soutenez des textes, défendez des textes, c'est grâce à l'appui de l'assistant parlementaire. Mais attendez, quand je prends la parole au Parlement européen, je défends exactement les mêmes positions politiques que celles que je défends quand je fais un meeting du Front National. Je ne vais pas avoir deux discours différents. Je ne vais pas travailler sur des sujets différents. Je suis contre le CETA comme vice-président du Front National, c'est-à-dire l'accord de libre-échange épouvantable avec le Canada. Je le suis aussi comme eurodéputé. Ça n'a absolument aucun sens, cette distinction. Elle est intellectuellement infondée et incompréhensible. Donc on voit bien qu'on est là. De votre point de vue, elle est incompréhensible. Et de toute façon, je vais vous dire, cette affaire-là, il y a un problème de fond. Ce dossier, ce fameux rapport de l'OLAF, qui l'a transmis aux médias sans même le transmettre à Marine Le Pen, qui est la première concernée quand même, ni à son avocat. Nous, on n'a jamais eu accès à ce dossier, ni l'avocat, ni Marine Le Pen. Par contre, les médias ont accès. Mais qu'est-ce que c'est que ce mode de conduite de l'OLAF ? Ils se prennent pour qui ? On va leur rappeler qui ils sont en supprimant cette institution qu'est l'Union européenne. Encore quelques mois à attendre et la Commission, l'OLAF et tous les autres pourront aller chercher du travail ailleurs parce que nous redonnerons le pouvoir au peuple français et nous débarrasserons le contribuable français de ces dizaines de milliers de fonctionnaires qui coûtent extrêmement cher aux finances publiques. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez aux Français. Les fonctionnaires européens, ils coûtent une fortune. Une fortune. Ce sont les mieux payés du continent. Ils ne servent à rien si ce n'est à détruire la démocratie dans nos nations, à nous imposer les horreurs que sont les traités de libre-échange, les horreurs que sont l'ouverture totale des frontières et notamment Schengen et l'immigration massive. Eh bien, on va en débarrasser les Français en redonnant le pouvoir au peuple français et en construisant l'Europe des nations libres, l'Europe des nations souveraines. Dans ce dossier, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire, on le disait, en décembre dernier. Dans un autre dossier, le parquet national financier, dont on parle tant en ce moment, a ouvert une enquête préliminaire visant Marine Le Pen et son père qui auraient sous-estimé la valeur de leurs biens. Est-ce que vous ne redoutez pas que les affaires viennent un peu ternir la campagne de Marine Le Pen ? Pas du tout. Les Français font la différence. Et en cas de mise en examen d'ici au premier tour ? Je sais qu'il y a des journalistes qui se lamentent en disant pourquoi ça ne prend pas ? Pourquoi les Français, on n'arrive pas ? Vous vous lamentez. Qu'est-ce qui j'ai vu des débats de journalistes qui disaient on ne comprend pas, ça ne prend pas, les électeurs français ne sont pas scandalisés par Marine Le Pen, on n'arrive pas à l'attaquer. Vous savez, les Français sont plus intelligents que ces journalistes ne le pensent. Et ils ont compris où étaient les vraies affaires et les fausses affaires. Il n'y a jamais eu un soupçon d'enrichissement personnel dans ces fausses affaires venues de l'OLAF, etc., concernant Marine Le Pen. Jamais une seule seconde. On lui explique qu'un contrat aurait dû être signé au Parlement ou au Front National. Enfin, c'est une distinction administrative qui n'a aucun sens. Ce dont on parle concernant M. Fillon, je veux dire, là, on parle de conférences rémunérées par AXA, qu'il a caché toujours aux Français. Oui, alors il n'est pas poursuivi pour ça. Enfin, il n'est pas poursuivi d'ailleurs. Il n'est d'ailleurs pas poursuivi. Pardon. Non. Mais c'est pas illégal. Le parquet national financier ne travaille pas là-dessus. Je vais même pas sur ces affaires où il est poursuivi, où là on parle d'enrichissement personnel, clairement. Bon, et là la justice dira ce qu'il faut en penser. Mais par exemple, AXA, 200 000 €, et le mois d'après, M. Fillon nous présente un programme dans lequel il y a la destruction de la sécurité sociale au bénéfice des assureurs privés, dont AXA. Mais ça, c'est scandaleux. Je veux dire, ça, les Français comprennent que c'est une vraie affaire, que c'est quelque chose qui pose un énorme problème. Est-ce que ces gens sont libres ? Est-ce que M. Fillon, quand il va faire des conférences au Qatar, parce qu'on a appris hier qu'il était bien allé faire des conférences au Qatar, on s'en doutait, et qu'en même temps, il accorde un statut fiscal privilégié aux Qataris en France, ainsi qu'aux Saoudiens d'ailleurs, ce qui est scandaleux, est-ce que cet homme est libre ? Est-ce que M. Macron est libre ? Quand il a travaillé sur certaines fusions-acquisitions comme banquier d'affaires et qu'il les autorise ensuite comme ministre de l'économie et des finances. Je pense à Technip, par exemple, un fleuron français qu'il a laissé racheter par les Américains. Je pense à Alstom, un fleuron français qu'il a laissé racheter par des Américains, en tout cas Alstom Énergie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Alstom Transport se trouve dans des difficultés épouvantables, vous en avez parlé juste avant, parce qu'il a laissé le groupe dépecé par les Américains. Ça, c'est M. Macron. Ces gens-là ne sont pas libres. Marine Le Pen, elle est libre. Elle est tellement libre qu'elle est attaquée, évidemment, par les puissances d'argent, par l'Union européenne et par l'oligarchie. Florian Philippot, avez-vous des difficultés à réunir les 500 signatures ? Non. Non, moi j'appelle toujours les maires à participer à ce grand mouvement démocratique, mais nous les aurons.
sans difficulté particulière. Non, c'est toujours un peu compliqué, surtout Est-ce que les règles ont un peu changé? Oui, bien sûr. Et est-ce que ça change quelque chose? La publicisation, notamment des signatures, c'est toujours un peu plus compliqué à chaque fois. On ne sait pas pourquoi. Le législateur fait que c'est toujours plus compliqué, ce qui n'est pas normal. Mais nous aurons nos signatures. Mais probablement que des candidats qui auraient dû les avoir ne les auront pas à cause de cela. Ce qui est quand même une entrave à la démocratie. Je pense qu'il faudrait revoir ces règles également. Vous savez, le général de Gaulle, au départ, il avait décidé 100 signatures, pas 500. 100 signatures. Ensuite, on est passé à 500. Puis ensuite, on a compliqué les règles. Puis on a mis cette fameuse transparence qui n'en est pas une, parce que le but, c'est que les maires soient sous pression. Mais bon, on n'aura pas de difficulté, on les aura. Il y aura bien un meeting finalement dans le Jura. Il est à 18h normalement, me disiez-vous tout à l'heure. Dans un gros quart d'heure, à Clairvaux-les-Lacs. C'est ça. Précisément. Le maire de cette petite ville avait eu des craintes sur la sécurité. La justice vous a donné raison. Il y a 1200 habitants dans cette commune. Vous ciblez ces petites villes en particulier? On va là où personne d'autre ne va jamais, c'est vrai. C'est la France des oubliés. Marine Le Pen, elle vient de visiter un barrage. Oui, on voyait les images. Oui, et pourquoi elle l'a fait? Parce que l'Union européenne souhaite la privatisation de nos barrages. Ce qui serait un drame absolu et un danger pour la sécurité, bien sûr, de tous les habitants qui habitent aux alentours des barrages. Donc elle est allée s'opposer à cette privatisation et dire qu'il faut des projets stratégiques avec un État stratège, un État aménageur du territoire, avec un EDF 100% public. Voilà ce qu'elle est allée rappeler. Et effectivement, nous faisons un meeting là-bas. La justice nous a donné raison. Le maire n'avait pas à s'opposer à ce meeting et nous avons eu gain de cause. Et c'est bien parce que des Français qui n'ont pas l'habitude de voir des dirigeants politiques ont cette fois l'occasion d'en voir. Dans les 144 propositions 144, oui. de Marine Le Pen, il est question souvent donc, de ce que vous appelez les zones désertifiées, rurales. Par exemple, quand vous promettez l'égal accès aux services publics. En revanche, il y a un mot qui, à ma connaissance, n'apparaît qu'une seule fois. En tout cas, moi, je ne l'ai vu qu'une seule fois, c'est le mot banlieue. La banlieue, pour la 3e fois de la semaine, François Hollande s'y trouvait tout à l'heure. On l'écoute. Il y a un contexte. Des interrogations qui ont été légitimement posées à la suite de ce qui s'est produit à Aulnay. La justice est saisie, elle doit aller jusqu'au bout. Mais ne confondons pas ce qui a pu se produire dans une ville avec ce qui se produit tous les jours, c'est-à-dire aussi de la quiétude, de l'apaisement et du vivre ensemble. C'est ce que je veux aussi démontrer. Par ces déplacements-là, je ne suis pas dans l'apaisement, je suis dans l'exposition de ce qui est aussi la vie quotidienne dans nos quartiers. Voilà donc le message qui est venu adresser François Hollande en banlieue parisienne aujourd'hui. Proposition 15, donc seule apparition dans le programme du mot banlieue à ma connaissance, mettre en place un plan de désarmement de ces banlieues. Est-ce que ça se résume à une menace pour vous, ces quartiers? Non, bien sûr. Nous avons également créé un collectif qui s'appelle Banlieue Patriote, qui travaille sur toutes les questions liées au transport, à l'emploi, au soutien d'ailleurs aux créateurs d'emplois, de start-up dans ces banlieues. Il y en a beaucoup et on veut les aider. Vous savez, nous, on est clair et net. Il y a une majorité d'habitants qui demandent qu'à être en paix. Voilà, qu'à trouver du boulot, qu'à pouvoir prendre les transports dans des conditions normales et en sécurité, sans avoir la boule au ventre, avoir des écoles, des collèges, des lycées de qualité pour leurs enfants. Et à eux, à tous ces Français, quelle que soit leur origine, je le dis très très clairement, on s'adresse en disant écoutez, vous avez besoin de cet apaisement et cet apaisement, il ne viendra pas de M. Hollande qu'on vient de voir, ainsi que M. Fillon, Macron et des autres, qui ont tous été aux responsabilités, qui vous ont abandonné. Vous voyez, moi j'ai été choqué de voir qu'on est tombé après l'affaire Théo, au niveau du gouvernement, au niveau de responsables politiques, sur la police nationale, sans retenue. Pas sur la police, sur peut-être 4 policiers et encore. Moi j'ai vu ce n'est que le stade de mise en examen. J'ai vu une tribune hier, je crois, dans Libération ou avant-hier, absolument abjecte, voilà, de soi-disant... Plusieurs signataires, c'est ça que vous voulez dire. Oui, de signataires, de gens du showbiz, et qui avaient des propos épouvantables contre la police, expliquant que des gens s'engageaient aujourd'hui dans la police française, dans la police nationale, par racisme. Dont certains ont grandi en banlieue. Voilà, mais bien sûr, aussi ce qu'ils ont vécu. Mais je veux dire, on doit être derrière notre police nationale, on doit la soutenir alors qu'elle travaille dans des conditions épouvantables, parce qu'il en va de la sécurité, notamment de ces banlieues-là. Et on ne doit pas se soumettre à la loi de quelques caïds qui, sous prétexte qu'eux ont des ennuis avec la police nationale, eh bien, souhaitent que tout le monde jette l'opprobre sur la police nationale. Nous avons été choqués par cette tribune. Nous sommes choqués par le fait que certains responsables politiques jusqu'au gouvernement ont jeté l'opprobre sur toute la police nationale et la gendarmerie. Personne au gouvernement n'a jeté l'opprobre sur toute la police nationale. J'ai entendu une ministre, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois ministre aux victimes, qui expliquait... Juliette Méadel. Oui, qu'il y avait du racisme dans cette affaire. Qu'est-ce qu'elle en savait? Elle avait déjà fait l'enquête.
Elle avait déjà fait l'enquête sur Théo avant tout le monde. Alors que manifestement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraissait. Sur la base de propos qui ont été rapportés par la victime. Et y compris d'ailleurs la vidéosurveillance donne plutôt raison à la version des policiers. Mais je veux dire, au bout d'un moment, ces banlieues-là, d'abord, ont besoin de sécurité et de paix. Et ensuite, évidemment, il faut travailler pour les transports, le logement, la question de l'école, la question de l'emploi. Mais on n'y arrivera pas avec ceux qui ont échoué. C'est pas formulé de la sorte dans les 144 propositions. Il n'y a pas tout, mais vous savez, beaucoup de propositions, par exemple celles sur l'emploi, ou le pouvoir d'achat, ou la sécurité, ou les services publics, s'adressent y compris aux banlieues. Elle s'adresse à toutes les zones par définition du territoire national. À la suite des violences de ces derniers jours, on parlait de l'affaire Théo. François Fillon a proposé d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Marion Maréchal Le Pen ne se dit pas hostile à cette idée-là. Et vous ? Oui, on ne peut pas y être hostile, même si elle est largement appliquée déjà, parce que l'excuse de minorité pour les récidivistes entre 16 et 18 ans, déjà, elle n'est pas appliquée. Donc, mais moi, je pense que la priorité des priorités, d'abord, c'est de côté UMP, c'est qu'on arrête d'enfumer les gens, parce que cette proposition, cette promesse avait déjà été faite en 2007 par Nicolas Sarkozy. Vous voyez, elle n'a jamais été tenue. Elle a été refaite en 2010. Elle était dans le programme de Nicolas Sarkozy à la primaire. Oui, non, mais déjà en 2007, au début de son mandat, et y compris au début du mandat de Premier ministre de François Fillon, qui ne l'a pas appliqué. Donc aujourd'hui, nous ressortir opportunément cela au moment où Fillon est embourbé dans des milliers d'affaires différentes et une incapacité à défendre un programme épouvantable, c'est un peu facile. Moi, ce que je dis surtout, c'est qu'il faut responsabiliser les parents. Et c'est, je crois, l'engagement numéro 18 de Marine Le Pen. Vous proposez la suppression des aides sociales aux parents ? Attendez, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est la suppression des aides sociales pour les parents de mineurs récidivistes en cas de carence éducative manifeste. Parce que souvent, la délinquance, elle commence bien avant 16 ans. Et c'est souvent du fait du laxisme des parents, voilà, qui se frottent les mains, qui laissent. Ça sous-entend que ces parents ont forcément des aides sociales. Voilà. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont des aides sociales. Oui. Bon, et à partir du moment où on mettra en place cette mesure dissuasive, je peux vous assurer que du jour au lendemain, vous aurez un effondrement de la délinquance des mineurs, parce que vous aurez soudainement des parents qui se souviendront qu'ils sont parents. Ils se souviendront qu'ils devront arrêter de démissionner de leur position de parents, c'est-à-dire d'adultes responsables en charge de l'éducation de leurs enfants. C'est un problème de défaillance parentale pour vous, mais souvent. Beaucoup, y compris d'ailleurs dans le suivi du travail scolaire parfois. Il y a parfois de la défaillance de certains parents qui ont abandonné. Alors certains doivent être aidés parce que c'est pas facile pour tout le monde, y compris ceux qui ont des petits logements où il y a beaucoup d'enfants et c'est pas facile pour faire les devoirs, etc. Donc on doit, plutôt que de faire les activités périscolaires après l'école, peut-être qu'on doit réfléchir à des études, à de l'étude à l'école pour que ces enfants-là aient une chance de travailler calmement s'ils ne l'ont pas chez eux. Bien sûr qu'il y a des choses à faire, mais en même temps, il ne faut pas non plus négliger le côté responsabilité de ses parents qui manifestent parfois une carence éducative qui est responsable de la délinquance. Vous avez vu, on les a vues tout à l'heure ensemble, les images. Emmanuel Macron est à Carpentras. Il a eu droit à un accueil un peu agité après ses propos sur la colonisation, crime contre l'humanité. C'est une erreur de la part d'Emmanuel Macron d'avoir prononcé les choses ainsi, formulé les choses ainsi ? Oui, c'est pire qu'une erreur, c'est une faute. C'est une vraie faute politique parce qu'il n'y a pas pire comme crime que le crime contre l'humanité. Et il accable notre pays de ce crime. Voilà, et c'est terrible. Alors que ça n'était absolument pas le cas d'abord. Et en plus, c'est irresponsable parce que quelle est aujourd'hui l'excuse que brandissent certains voyous ? C'est justement de dire que la France est le colonisateur et que la France doit payer. Alors que ces gens-là n'ont jamais mis un pied en Algérie, n'ont pas connu cette affaire-là, sont nés bien après l'indépendance. Mais c'est un prétexte qu'ils utilisent pour brûler, saccager. Et Emmanuel Macron leur donne un argument magnifique sur un plateau d'argent avec cette phrase irresponsable. Donc ça prouve d'abord qu'il est complètement perdu. Je pense qu'il traverse une très mauvaise passe. Je pense que c'est le début de la fin, en réalité, pour Emmanuel Macron, qui est déjà en train de dévisser dans les sondages, qui n'a pas de programme, qui dit tout et l'inverse de tout, puisqu'il avait dit l'inverse sur la colonisation il y a 3 mois. Là, je vois qu'il est contre la dépénalisation du cannabis. Dans son livre, il y a 6 mois, il était pour. Sur le mariage pour tous, il est pour, et puis il est contre, on ne sait plus. Non, le mariage pour tous, il est pour. Oui, il est pour, et puis il estime que la manif pour tous a été humiliée. En tout cas, on voit qu'il essaie en permanence de jouer sur 2 tableaux parce qu'il manque de colonne vertébrale, parce qu'il n'a pas de programme. À part être l'homme des médias, des banques et de l'Union européenne, qu'est Emmanuel Macron ? Il n'est pas grand-chose. C'est un peu méprisant pour les gens qui ont l'air pour l'instant d'adhérer à ce qu'il dit. Je ne le méprise pas du tout. Moi, je pense, si vous voulez, le réduire aux candidats des médias et de la banque, ça sous-entendrait que ce n'est que manipulation. Non, il y a des gens qui semblent séduits par le discours d'Emmanuel Macron. Il y a des gens qui peuvent être trompés. À un moment, qui peuvent voir un personnage en papier glacé faire la une tous les 3 matins de Paris Match ou de VSD, et puis à partir du moment où on rentre un peu dans le fond, on se rend compte que c'est pas bien solide. Et puis, c'est pas bien solide. Et le projet est inquiétant. Quand je dis l'homme de l'Union européenne, je ne le dis pas par hasard. Parce que moi, j'ai bien lu les quelques mesures annoncées par Emmanuel Macron. Il n'y en a pas beaucoup. Et il y a notamment une hausse de la CSG de 1,75 points.
Alors il dit, je compense pour les salariés par... Oui, peut-être qu'il compense pour les salariés, mais comment compense-t-il pour les retraités qui, eux, vont voir la CSG augmenter? C'est une perte nette de pouvoir d'achat massive. Comment compense-t-il pour les indépendants? C'est une perte nette également de pouvoir d'achat massive. Je vois par contre qu'il veut baisser l'ISF pour ses copains. Ben écoutez, ça, je ne pense pas que ce soit la justice sociale. Nous proposons une baisse des 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu de 10%. Le maintien de l'ISF et une aide aux PME par rapport aux grandes entreprises. Les grandes entreprises qui délocalisent, elles devront être taxées. Par contre, les PME, elles devront être beaucoup moins taxées qu'aujourd'hui. Je crois que c'est ça la justice sociale et l'efficacité économique. Florian Philippot, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur LCI. Vous restez avec nous dans un instant. Le journal de 18h puis 24h en question. Votre rendez-vous quotidien sur LCI. À tout de suite.